Alors, vous venez de publier chez Arca, La Société théosophique s'hérite ses fondateurs, son histoire. Comment situer la théosophie parmi les martinistes, les occultistes et autres mouvements ésotériques? La société théosophique prend naissance vers la fin du XIXe siècle. Elle est à l'intérieur des différents courants ésotériques, celui que l'on appelle occultisme. Donc, la société théosophique est dans ce courant ésotérique bien spécifique qu'on appelle l'occultisme, où on va retrouver également le martinisme et d'autres sociétés de cette époque, j'allais dire de la belle époque, fin 19e, début 20e siècle. En fait, dans ce courant occultiste, ce sont des ésotéristes, mais qui tiennent compte des avancées de la science de l'époque, notamment au niveau de la théosophie, les théories des lois de l'évolution, au niveau de Darwin et d'autres. Comment la théosophie se situe par rapport aux martinistes et par rapport à Eliphas Lévi et les occultistes du style Eliphas Lévi? Pappus va créer, puisque c'est Pappus qui crée l'ordre martiniste officiellement à la fin du XIXe siècle, un peu plus tard que la création elle-même de la société théosophique qui se situe autour de un petit peu avant, en 1875. Pappus a été membre au départ de la société théosophique. Il dirigeait d'ailleurs à Paris une branche qui s'appelait la branche Hermès. Mais par la suite, donc, il a pris, j'allais dire, ses distances et a souhaité créer un ordre bien spécifique avec une caractéristique bien particulière autour de l'ésotérisme chrétien. On va parler des fondateurs de la théosophie, Elena Petrovna Blavatsky et le colonel Olcott. C'était un tandem. Comment se sont-ils répartis les tâches? On connaît également Elena Blavatsky, sa biographie. Elle descend d'une lignée de haute famille de la noblesse russe, j'allais dire. Le colonel Olcott, un colonel d'intendance américain qui a fait la guerre de sécession et qui a été vraiment honoré par les membres du Congrès au niveau de l'armée américaine. Cette rencontre va se faire à New York. Blavatsky est un personnage, c'est-à-dire qui a fait différents pays, le tour du monde, à la recherche de ce qui pouvait exister de sociétés secrètes, de groupes ésotériques. Quand la société est créée, Blavatsky, si l'on en prend la composition du bureau au moment de la création, est secrétaire un peu international. En fait, Blavatsky va être celle qui va donner la doctrine. Et le colonel Olcott, d'ailleurs, par rapport aux différents aspects de sa vie professionnelle, va être l'organisateur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Koutoudoumi et Maitreya? Les recherches que j'ai quand même menées en Orient montrent que ces maîtres de sagesse peuvent nous paraître comme quelque chose d'un peu éthéré en Occident, alors qu'ils sont très présents dans la pensée orientale. Un maître de sagesse, c'est quelqu'un, dans le cas de la réincarnation, qui a mené toutes ces incarnations et qui arrive à un moment donné où ces réincarnations sont terminées et il va éventuellement partir sur d'autres voies spirituelles. Le bodhisattva, qu'on retrouve, le bodhisattva, on peut aller visiter le musée Guimet, il y a énormément de statues de bodhisattva, et quelque part, un maître de sagesse qui, ayant fini ses réincarnations, accepte volontairement de se réincarner pour tirer les autres hommes sur le chemin de l'évolution. La notion d'évolution est très forte et très présente dans le bouddhisme du Nord et dans la société théosophique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces maîtres de sagesse ont-ils communiqué avec la société théosophique
et avec Blavatsky en particulier. Alors, Helena Blavatsky dit qu'elle a eu des séjours dans le Tibet du Nord, notamment dans un endroit qui s'appelle Singatse. Quand on connaît le bouddhisme du Nord, il fonctionne sur deux têtes. Le Dalai Lama, qui a un rôle politique, de représentation politique du Tibet, un rôle d'extériorisation, de communication. Et la deuxième tête, beaucoup moins connue, est le Panchen Lama, qui est le gardien de la tradition. Donc, on peut penser que des écoles ésotériques se trouvaient à côté et travaillaient avec le Panchen Lama, et que Blavatsky aurait certainement rencontré des maîtres de sagesse, des initiés aux hautes connaissances du bouddhisme ésotérique. Ok. On fait un bond dans l'espace et dans le temps, et on arrive aux successeurs Annie Besant et Charles Leadbeater. Annie Besant est une spécialiste du féminisme. Elle écrit le christianisme ésotérique. Alors j'aimerais que vous me situiez un petit peu les différentes pensées de Annie Besant essentiellement et de son collaborateur Charles Leadbeater. On peut dire qu'Annie Besant et Charles Webster Leadbeater sont la deuxième vague de théosophes en tant que leader de la société théosophique. Donc la deuxième présidente à la mort du colonel Olcott en 1907 va être Annie Besant. Alors Annie Besant a un passé de militante en Angleterre. C'est l'époque des suffragettes. C'est une militante socialiste. Elle fait partie notamment avec Georges Bernard Shaw et d'autres de la Fabian Society, qui est un courant du mouvement socialiste. Elle va être leader de la première grève à Londres des allumetières. C'est elle qui va écrire, notamment en prenant leur défense dans le journal The Link, Esclavage blanc à Londres. Donc on voit que c'est une femme très engagée, suffragette, militante. Elle dénonce déjà le colonialisme de l'Angleterre au niveau de l'Afghanistan, au niveau de l'Inde. Et en fait, Annie Besant va être celle qui va véritablement vulgariser, développer l'enseignement théosophique. Alors, Leadbeater est totalement différent. C'est le clairvoyant, c'est un ritualiste. Il va écrire beaucoup de rituels dans la société. Parlons un peu des relations de Annie Besant avec le droit humain international. Elle est cofondatrice, quel est son rôle? Alors, elle n'est pas cofondatrice du droit humain. Donc, on voit dès le départ qu'il y a des liens quand même très proches à l'origine entre le droit humain et la société théosophique. Francesca Rondel va présenter Annie Besant et Georges Martin. Et tous deux vont décider de l'implantation d'une loge mixte du droit humain à Londres en 1906. Et Annie Besant va rapidement gravir tous les échelons pour être en troisième. Elle va être numéro 2 au niveau du Suprême Conseil international du droit humain, avec en charge l'Angleterre, mais également, et c'est ça qui est important, tous les pays du Commonwealth britannique de l'époque. Donc, dès 1903, elle crée une loge Dharma à Bénarès. Donc, des loges vont se développer en Inde, en Australie. Leadbeater va résider en Australie. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce qui s'était passé entre Annie Besant et Radha par rapport à Krishnamurti. Annie Besant a été considérée comme la mère adoptive de Krishnamurti. D'ailleurs, Krishnamurti appelait Annie Besant Ama, qui en indien veut dire mère. Et c'est vrai que Annie Besant a présenté un petit peu Krishnamurti tout au long de ses conférences internationales, j'allais dire, sur tous les continents. Les théosophes sont persuadés qu'il y a des vagues d'évolution à un moment donné au niveau de la société et que depuis la nuit des temps, des instructeurs, à un moment précis de l'histoire humaine, vont délivrer un message. Message qui est fondamentalement toujours le même message, mais qui va s'habiller forcément de la tradition du moment, de la culture du moment,
pour pouvoir passer au niveau de la société. Pour les théosophes, Pythagore, Bouddha, Jésus ont été des instructeurs de l'humanité et chacun à leur manière, finalement, on délivrait un message quelque part qui, au niveau de, est quasiment le même avec un habillage différent. Ce qu'il y a de particulier pour Krishnamurti, les théosophes ont voulu, comme c'était le cas de la société théosophique, la plupart ont fait de grandes écoles. Donc, pour Krishnamurti, ils ont souhaité faire de même. Donc, ils ont envoyé Krishnamurti à Oxford, même ils ont essayé à la Sorbonne à Paris. Krishnamurti parlait un peu français, parlait le français également. Ça n'a jamais marché. Il n'a jamais pu passer le concours d'entrée. Il refusait un enseignement, je vais dire, intellectuel. Voilà, mental. Intellectuel et mental. C'est quelqu'un qui connaissait, qui apprenait, mais il n'était pas dans un mécanisme d'apprentissage, j'allais dire, mais peut-être plus de connaissance. Ou pourquoi ces critiques sur la doctrine secrète et sur le voile d'Isis? C'est des attaques qui ont été bien sûr menées, alors notamment dans un premier temps par la Société d'études psychiques, avec le fameux rapport Hobson, rapport qui sera revu totalement par la même société 100 ans plus tard, en 1986, où le docteur Vernon Harrison remet en cause en infirmant de nouveaux points du rapport. René Guénon a aujourd'hui ce que l'on en sait, notamment pour cet ouvrage, la Société théosophique, histoire d'une pseudo-religion, avait, pour mener son étude, reçu les conseils de l'abbé Peyotte, qui lui avait donné un certain nombre d'articles de journaux et de réflexions personnelles que lui-même, cet abbé Peyotte, avait rédigé, notamment pour la France anti-maçonnique. Donc, on voit un petit peu ce qui s'est passé là-dedans. Donc, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, la société théosophique est fortement attaquée par l'Église catholique. Il y a un décret interdisant qui date de 1919, qui est l'Assemblée plénière des cardinaux de l'Église catholique, qui va produire la congrégation de la foi, donc voilà, et qui va produire un décret interdisant aux catholiques de se rendre à des conférences, à lire des livres et à devenir adhérents de la dite société théosophique. Donc, beaucoup plus tard, à l'époque du maréchal Pétain, la société théosophique va être interdite en même temps que le droit humain et que les autres obédiences maçonniques françaises et l'ordre martiniste.